souhaiterez porter à la thématique. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici parmi nous à l'EMA, à ce rendez-vous très attendu, qui va traiter la thématique « Replacer la dimension éthique au cœur de l'économie pour faire face aux grands défis de l'humanité ». Nous sommes reconnaissants au professeur Tariq Ramadan d'avoir accepté notre invitation et venir intervenir ici à la région du Sud, ce qui n'a jamais été le cas. Mais aussi aux étudiants des deux écoles, l'école de management et d'administration des affaires, l'école nationale de commerce et de gestion, pour leur enthousiasme à faire de cet événement un grand succès. Mesdames et messieurs, à votre nom, je remercie encore une fois M. Tariq Ramadan et je vous remercie de votre présence et de votre contribution. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci de cette invitation encore. Et nos excuses pour le retard. Tout a été un tout petit peu décalé depuis ce matin, donc on fait au mieux. Et l'idée était encore de donner la place au débat et à la discussion. Donc, moi je vais simplement faire un propos introductif, puis ensuite la parole sera à vous. Je ne sais pas si c'est mieux que j'aille m'asseoir après, mais je pense que je vais peut-être aller m'asseoir après. Et j'écouterai vos questions et on pourra débattre. Simplement, on m'a dit que certains d'entre vous, la majorité d'entre vous étaient des professionnels. Vous êtes dans le domaine de l'économie, vous êtes dans le domaine de la finance, vous êtes dans le domaine de la gestion. Il y a des vraies questions qui se posent à nous aujourd'hui et je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'écris depuis plus d'une trentaine d'années. Je pense, pour ce qui me concerne, que c'est un des domaines sur lequel nous devons pencher notre attention de la façon la plus sérieuse. La pensée musulmane, la question de l'éthique, la question des valeurs, souvent on s'est penché sur les questions sociales et les questions politiques, beaucoup moins sur les questions économiques. Ou alors on a une vision très simpliste de la question économique en disant, eh bien en islam, il y a deux choses qu'il faut que l'on sache. La première des choses, c'est que l'intérêt, l'usure et la spéculation sont interdits. Donc on répète ceci, ça veut dire qu'en fait, par essence, la référence musulmane s'oppose au capitalisme et s'oppose au néolibéralisme. Par essence, puisque l'essence du système néolibéral, c'est l'intérêt et c'est la spéculation. Sans ceci, le système global ne serait pas viable. Donc on répète ceci. Et d'un autre côté, on dit qu'il y a aussi autre chose que nous avons en islam qui permettrait d'aider la réforme du système, c'est la zakat, qui est un rapport entre le possédant et le non-possédant, entre le dominant et le dominé, entre le riche et le pauvre, qui est un rapport de droit. C'est-à-dire que la zakat, c'est le droit du pauvre sur le bien du riche. Et donc ça voudrait dire que dans une économie qui s'emballe comme celle qui est la nôtre, où les prédictions qui avaient été données à la fin du 19e siècle par l'analyste, ce n'était pas Karl Marx à l'époque qui faisait les meilleures analyses sur le plan économique, c'était son collègue Engels, mettait en évidence qu'on est dans un processus de crise qui va aller de plus en plus vite, une réduction de ceux qui possèdent et de plus en plus de gens, des millions, qui sont des personnes qui ne possèdent rien. Bill Clinton, juste avant de quitter le pouvoir, disait alors qu'il était encore président, il disait qu'il était difficile de gouverner un pays dont ceux qui le gouvernaient représentaient 1% de la population. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que, contrairement à ce que l'on peut imaginer, on peut voter pour élire un président, mais les grandes orientations du pays ne sont pas décidées par le peuple, ne sont pas décidées, sont décidées à un autre niveau, là où il y a effectivement le cœur du pouvoir économique. Et ce cœur du pouvoir économique aux États-Unis, c'est 1% de la population qui le détient. 1%, ce qui veut dire que vous voyez qu'en termes économiques, toutes les raisons démocratiques n'ont pas lieu d'être.
malheureusement, dans la pensée musulmane contemporaine, on parle de la zakat et de l'interdiction de riba, et on entend par ceci intérêt, usure et spéculation. Puis après, qu'est-ce qu'on propose? Pas grand-chose. On a aujourd'hui des réflexions qui ont été faites une vingtaine, une trentaine d'années sur ce qu'on appelle la finance islamique ou l'économie islamique, et puis certains célèbrent ceci. Pour ce qui me concerne, j'en ai fait la critique parce que souvent on ajoute le mot islamique parce que on essaye à l'intérieur du système de trouver des niches où on va faire quelque chose de plus juste du point de vue de l'éthique musulmane, mais on ne propose rien de particulièrement nouveau de ce point de vue-là. On n'a pas d'alternative économique. Et le problème, il est le suivant, il est que notre monde a changé. Le monde a changé et l'État-nation, qui était une référence sur le plan de la distribution du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir politique dans l'État-nation avait une emprise quand même sur des décisions économiques nationales. Aujourd'hui, tout ça a changé. Ça n'est plus vraiment au niveau de l'État-nation que les décisions de l'économie globale se prennent. Et quand on parle de globalisation, c'est essentiellement trois choses, dont la première, c'est la globalisation de l'économie. Les transactions financières de plusieurs dizaines ou centaines de milliards de dollars se font au-delà de l'État-nation, se font entre des entités qui à elles seules sont plus puissantes que certains États. On parlait ce matin par exemple, de multinationales ou de ce qu'on appelle transnational corporations. Vous avez des pouvoirs absolument incroyables. Incroyable, c'est-à-dire qu'une capacité, alors on sait tout le tissu bancaire, on sait la puissance des banques, à tel point d'ailleurs que lors de la dernière crise, les États se sont pliés devant les diktats bancaires. Et on disait trop gros pour échouer. Et donc il a fallu que des citoyens renflouent les erreurs que des banquiers faisaient. Et en plus, à la fin de l'année de l'exercice, on s'apercevait que les banques qu'on avait aidées par l'argent de l'État continuaient à faire des bénéfices, mais qui ne rendaient peut-être pas forcément à l'État. Et ce qui s'est passé avec les subprimes aux États-Unis a été un drame pour des personnes, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui se sont retrouvées à la rue, qui ont perdu leur maison et autres, suite à la crise. Et on s'aperçoit que le pouvoir de l'État est totalement relatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre où un État peut dire complètement non à une banque, parce qu'elle est trop grosse pour échouer. Car si elle tombe, c'est un pan entier de l'économie qui est complètement déséquilibré, ça remet en cause le pouvoir même de l'État. Des entreprises comme celles que nous avons aujourd'hui, si seulement on avait étudié ce qu'on a appelé le printemps arabe. Moi, quand j'avais écrit le livre Le réveil arabe, j'avais mis en évidence trois choses. C'est que tous ceux qui ont pensé que c'était une affaire uniquement politique qui se passait au niveau des États et de gens qui descendaient dans la rue ne se sont pas rendus compte que parmi les instruments qui avaient été utilisés, ce sont des instruments qui sont tout à fait liés à la grande économie et aux grandes corporations. Que ce soit aujourd'hui Facebook, ou que ce soit les réseaux sociaux comme Twitter et la puissance qu'il y a dans Google, par exemple, c'est quelque chose de phénoménal. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des rencontres entre des représentants d'État et Google et d'autres entreprises parce que c'est très puissant. Je mettais en évidence dans le livre que c'est Google qui organise en 2010, c'est-à-dire avant tout ceci, le premier network de tous les cyberdissidents du Moyen-Orient. Et souvenez-vous, quand à un moment donné, le gouvernement iranien est en difficulté, c'est le gouvernement américain qui demande à Twitter de relancer la machine pour pouvoir faire en sorte que les opposants puissent s'y exprimer. Donc il y a des relations entre État et corporation. Vodafone, par exemple, Google, par exemple, n'a pas donné les codes satellitaires pour éviter le blocage par l'État syrien de l'accès aux codes satellitaires, mais il l'a donné aux Égyptiens. Donc vous apercevez qu'on est dans un monde où le pouvoir politique, c'est pas ça, le pouvoir économique est important. C'est la première chose des choses que je mettais en évidence.
toute personne qui regardait le printemps, soi-disant printemps arabe, parce que moi je disais je suis prudemment optimiste et j'ai de grosses questions sur ce qui est en train de se passer. On vient de me dire à moi que tous ceux qui surveillent l'Internet ne savaient pas ce que faisaient les cyberdissidents et la mobilisation, jusqu'au jour où Wikileaks nous a annoncé qu'en fait, ce que j'annonçais, moi, dans le bouquin, c'est vu confirmé. C'est que Goldman Sachs est en fait une institution qui a financé Hotspot et Canvas, qui formaient les cyberdissidents et qui étaient directement liés aux grandes questions du marché à ouvrir au Moyen-Orient. Ce n'était pas une question politique, c'était surtout une question économique. Quand George W. Bush en 2003 dit on va démocratiser le Moyen-Orient et qu'il fait ce qu'il fait en Irak, en fait il est en train d'ouvrir des marchés, il n'est pas en train de libérer des pays. Il est ouvrir des marchés. Et aujourd'hui, pratiquement toute la reconstruction en Irak, avec tous les morts qu'il y a, elle se fait avec des entreprises américaines, certaines européennes, et en même temps on vend des armes. Donc on gagne 3 fois. On détruit, on divise, on vend des armes pour qu'ils se tuent, et on construit pour qu'ils vivent. Nous on pense que c'est rien à faire avec la démocratie, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est le plan économique, il faut qu'on comprenne, et que la pensée que nous avons d'un point de vue éthique, si nous ne réconcilions pas l'économie avec un peu d'éthique, eh bien, on ne va pas pouvoir y arriver. Il ne s'agit pas simplement d'être démocrate sur le plan politique, il faut être juste sur le plan économique. Pas de justice économique, pas de démocratie. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de rêver d'une démocratie quand tout le pan économique est en train de produire de la pauvreté, entretenir la corruption. Donc, par exemple, je disais dans le livre « Arrêtez de penser que l'Égypte va se libérer aussi facilement, l'armée tient le pays ». Moi, pendant 2 ans, on me disait « Tu peux aller en Égypte ?» Je dis « Je ne vais pas aller en Égypte, parce que c'est l'armée qui tient le pays. » Et même le conseiller spécial de Sarkozy, Guénaud, m'a dit en 2011, juste après, il m'a dit « Mais, monsieur Ramadan, il n'y a pas de révolution en Égypte, c'est un coup d'État militaire interne. » 2 ans plus tard, il a raison. 2 ans plus tard, on s'aperçoit que tout ceci n'était pas aussi simple que ça. Mais par contre, ce qu'on ne nous disait pas, et que ceux qui étudiaient savaient, c'est que l'armée égyptienne, c'est pas la sécurité de l'armée. C'est 30 à 40% du secteur économique. Donc c'est un système économiquement complètement corrompu. Mais on peut s'asseoir maintenant, et il n'y a pas un pays, hein, le Maroc de ce point de vue-là, en termes de qui tient l'économie, en termes de corruption, en termes de chasse gardée, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de quoi il en est. Donc à partir d'un certain moment, on se dit bien, et maintenant l'énorme, ce qu'on appelle la vision holistique, l'ensemble, on se dit, il faut aujourd'hui apporter une vraie réflexion à l'économie, et on n'en a pas. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du mouvement il y a quelques années qui s'appelait le mouvement altermondialiste. Vous verrez que dans le mouvement intermondialiste, il y a une très grosse critique de l'économie néolibérale. Et après, vous leur demandez quelle est l'alternative. C'est pas clair. On est les champions de la critique, mais on n'a pas de programme alternatif. Dans la pensée musulmane, c'est exactement la même chose. Le capitalisme, c'est mauvais, tout ceci, c'est mauvais. Quelle est l'alternative? On n'en a pas. On n'a pas de système alternatif. On a des moyens, des instruments. Lutter contre la spéculation, d'accord, mais bon, on va faire comment? Souvenez-vous, l'Iran, tout de suite après la révolution en 79, ils arrêtent tout, la bourse, on arrête tout, et puis 2 ans plus tard, ils rouvrent parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ils étaient contre la bourse par principe, ils sont devenus pour la bourse par pragmatisme. Parce qu'on n'a pas de pensée en amont. Donc à partir d'un certain moment, il faut qu'on se dise comment on fait, comment on entre dans cette discussion-là, et moi ce que j'aimerais vous proposer, c'est juste une introduction à un débat qu'on ouvre ici. D'abord, la première des choses, c'est qu'en amont, il faut aller vers des choses très simples, mais des choses qu'il faut rappeler. Il faut déjà qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Le monde de l'économie, c'est un monde d'un formidable pouvoir. Ouais. Il faut vraiment se poser cette question-là, parce que souvent on nous a dit qu'il faut séparer la politique de la religion. D'accord. Maintenant, il faut aussi qu'on se pose la question quelle est la relation du politique et de l'économique. Je ne sais pas, j'avais mis sur je ne sais pas si vous êtes allé sur ma page officielle Facebook, j'avais mis une image qui représentait ce que j'avais dit il y a 10 ans lors du débat français. Où il y a un professeur, et il y a des élèves devant lui, et les élèves, ils ont Nike, ils ont Vodafone, ils ont Adidas, et puis il y a une jeune fille qui porte le foulard. Et le professeur, il dit, enlevez-moi ce foulard,
enlevez-moi ce signe ostentatoire. Par contre, tous les autres signes économiques, bienvenue. Coca, Nike, entrent dans l'école. Comme si l'aliénation par l'économique, c'est possible, mais par le religieux, non. Je veux dire, ta tête, quand elle est colonisée par le religieux, on ne veut pas. Mais quand on est dans le système économique, on veut. Et celui qui avait dit ça, le premier qui m'avait interpellé là-dessus, c'est Régis Debray. Il dit, moi, je ne veux à l'école aucun signe et pas de signe économique. Je ne suis pas d'accord avec lui, sur le plan général. Mais c'est celui qui avait le plus de cohérence sur le plan particulier. Vous voulez pas de signe du tout. On fait un espace neutre, en uniforme, comme en Angleterre. Ça passe pas dans la modalité française. Notez que maintenant, il y a à Béziers, le nouveau maire veut des uniformes pour tout le monde. Fin de la parenthèse. Ça m'amène à mon sujet en disant, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que l'économie dont on parle, le fait qu'il y ait des règles économiques qui sont intangibles, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a la volonté, quand on l'a dans le Coran, c'est-à-dire il y a l'idée du profit, du bénéfice, on n'a aucun problème avec ça. Ce qu'on ne veut pas, c'est la spéculation. Mais ça veut dire quoi au fond ceci? Rien n'empêche la tractation économique, il y a un encouragement au commerce et à l'économie, avec une chose, une économie au service de l'homme. C'est le premier principe de l'éthique, une économie au service de l'homme, et non pas l'homme au service de système économique qui lui enlève sa dignité. Alors où je vous parle, je le disais ce matin, vous avez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle pour des questions économiques, la résurgence de nouvel esclavage. Et le nouvel esclavage, il n'est pas un esclavage simplement où on peut s'asseoir ici et dire c'est uniquement l'Occident. Ça n'est pas vrai. Le nouvel esclavage, c'est la maladie de l'économie mondiale partagée par tout le monde. Vous avez au Maroc, comme vous avez en Afrique, comme vous avez en Asie, comme vous avez aux États-Unis, comme vous avez partout dans le monde, des personnes aujourd'hui qui vivent des situations d'exploitation humaine absolument inacceptables. Là où je vis en Europe, on a aujourd'hui des réseaux qui font venir des femmes d'Europe de l'Est et qui les soumettent à la prostitution dans un nouvel esclavage. Elles sont la possession d'hommes. Donc, il ne faut pas qu'on aille donner des leçons à n'importe qui. On a en Asie la même chose. On a en Afrique aujourd'hui des gens qui travaillent et qui sont soumis sur le plan domestique comme sur le plan du travail, jusque dans votre pays, des femmes et des hommes à des traitements innommables. Ça, c'est pour des questions économiques. Alors après, vous pouvez venir vous asseoir et dire l'islam, c'est la dignité. D'accord, bien. On va regarder ce qui se passe sur le terrain. Vous avez dans les pays du Golfe des femmes et des hommes. Aujourd'hui, ça a été révélé uniquement parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais c'est partout, dans tous les pays du Golfe, des hommes et des femmes qui viennent du Sri Lanka, qui viennent de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, traités comme des sous-êtres humains. Voilà ce qui se passe. Alors, on peut bien, au nom de l'islam, dire qu'on est contre l'esclavage, mais on fait la même chose. Ce que font les transnationales, les corporations, on fait la même chose au niveau, à un moment donné, tout ça nous dit, cet ordre économique est malade. Et il faut redire la première des choses, l'économie au service de l'homme, et non pas l'homme sans dignité au service du profit. Donc on commence par ça déjà. Ça veut dire que concrètement, dans sa vie personnelle, il faut qu'on commence par ça déjà. C'est-à-dire qu'on transforme ceci comme une position de principe. Et tant qu'une économie produit de l'indigne et de l'inhumain, il faut être critique. Il ne faut pas se taire quand c'est les nôtres et critiquer quand c'est les autres. Parce que nous, on est des champions de ça. On sait faire ça, très bien. Tout le monde. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième des choses, quand on a dit ceci, il faut donc systématiquement, sur le plan macroéconomique, questionner les finalités de l'économie. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Et n'importe quelle institution, n'importe quelle école qui peut parler du management, qui parle du marketing, qui parle de l'économie et de la finance, elle doit donner aux étudiants une chose importante, c'est quelles sont les finalités. Vous allez servir à quoi? Vous servir ou servir? Est-ce que le but c'est de vous servir ou est-ce que le but c'est de servir? Posez-vous la question, vous êtes dans cette formation pourquoi? N'importe quel étudiant. Quel est le but? Savoir comment ça marche pour élargir le porte-monnaie. Il n'y a aucun problème à devenir riche. Ça dépend comment. Et il y a une autre chose qui était vraie, ça m'avait interpellé. Vous savez, mes références sont multiples.
ça peut être des grands philosophes, ça peut être la tradition musulmane, les savants, les fuqaha, les ulama et les shuyukh, et puis des fois c'est un chanteur. Une fois j'étais assis dans la voiture et j'entends une chanson de Balavoine. Et il dit une chose, en fait, vous savez que dans la Bible il est dit que ce sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'un chameau de passer par le chalumeau. Tu n'es pas une aiguille. Le chalumeau. Très bien, merci. D'accord? Dans le Coran, c'est pas le riche, c'est l'injuste. D'accord? C'est une question d'injustice. Donc c'est pas le fait qu'on est riche, on est malhonnête, et quand on est pauvre, on est honnête. C'est quand on est injuste, on n'y rentre pas. Le Coran rectifie cette dire en disant c'est pas la justice. Et à un moment donné, je suis dans la voiture et j'entends Daniel Balavoine qui dit il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Et voilà. C'est très bien. Parole balavoyenne islamique. Halal. Juste. Il dit une chose vraie là, très importante. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. C'est une question de justice. Et donc à partir d'un certain moment, ce qu'il faut, c'est se poser les questions des finalités de la justice, de la dignité. Et donc chacun d'entre ceux qui étudient, on vient vers moi et me dit est-ce que c'est juste d'étudier la finance, est-ce que c'est juste d'étudier l'économie, est-ce que c'est juste de travailler dans une banque? Tout dépend des finalités. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est entrer dans le système et permettre de le réformer à son niveau, ou est-ce que c'est alimenter le système et se faire de l'argent? À partir d'un certain moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on agit par rapport à ça? C'est des vraies questions éthiques personnelles. Et puis la deuxième des choses, d'un point de vue islamique, il y a une chose qui est importante, qui est problématique, c'est que dans tout ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'économie islamique, la finance islamique, on a un vrai problème. En fait, on ne questionne pas les finalités, on islamise les moyens. En fait, on veut faire le même profit juste en changeant les moyens. En disant on va gagner la même chose, mais islamiquement halal. Donc en fait, vous allez dans des banques, et vous imaginez que les banques, tout à coup, moi ça me fait rire. En France, on dit la charia, c'est un mot, en Angleterre, la charia, c'est un sale mot, comme on dit en anglais, dirty word, à l'exception de la finance. Alors là, charia compliant vient. Là, tu peux venir. Pourquoi? Parce que c'est un marché. Parce que là, on fait de l'argent. Et vous voyez, Lagarde, qui est maintenant présidente, directrice du Fonds monétaire international, elle était ministre de l'économie en France, elle était avec tout le gouvernement contre la charia quand c'était la pratique musulmane, mais quand il s'est agi d'ouvrir la charia pour que les banques, en particulier du Golfe, viennent s'installer, il n'y a aucun problème. La charia est devenue un mot rosy. C'est attractif. Là, on a un vrai problème parce que aussi les musulmans de ce point de vue-là, ils vont dans des banques comme des grandes banques HSBC et tout ceci, puis on a des tractations, des transactions qui sont islamiques, mais tout le système, il est pour faire un profit qui ne correspond pas à la spéculation. Mais on a un système, on est dans le halal intérieur, et moi c'est ce que je dis, on fait une petite niche de halal dans un océan de haram. Mais ça, d'accord, on peut se dire c'est une première étape. Et quand j'ai discuté avec l'un des spécialistes mondiaux de cette affaire, Omar Chapra, qui est un Pakistanais qui travaille à Jeddah, je dis mais moi le plus grand souci que j'ai, c'est qu'en faisant ceci, en même temps quand vous faites une île, une niche, ce qu'on appelle le window, c'est-à-dire un bureau où on va faire du halal, en fait vous confirmez l'ensemble du système haram. En vous adaptant, vous confirmez. Donc on n'a pas d'alternative. Donc, ce qu'il faut, c'est questionner les finalités, pas simplement transformer les moyens. Les moyens doivent être pensés en fonction des finalités. Mes deux derniers points sur lesquels je voulais mettre ça en évidence, une fois qu'on a tout ceci, il faut commencer à son niveau, c'est-à-dire faire une formation comme étudiant, acquérir de la façon la plus professionnelle qui soit. On ne veut pas des amateurs de la finance, des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils savent comment ça fonctionne, une banque, le management, comment tout ceci fonctionne. Il faut en avoir une maîtrise professionnelle. Puis ensuite, à son niveau, de se poser la question, comment est-ce qu'on peut, au niveau micro, faire et développer des alternatives. Tous ceux qui ont, par exemple, quand je suis allé en Afrique, j'ai vu, et en Amérique du Sud, j'ai vu des choses extraordinaires, de gens qui, au niveau micro, questionnaient les finalités et développaient des petites entreprises qui étaient
qui était plus islamique que ce que faisaient 90% des musulmans, au sens où c'était contre la spéculation, dans le respect de la dignité et dans des coopératives de développement. C'est-à-dire que c'était du partenariat. Donc on peut imaginer au niveau local une créativité qui fasse qu'on développe des choses qui soient alternatives. Par exemple, quelqu'un, quand j'étais en Malaisie, en Indonésie, pardon, qui avait développé tout un réseau de petites entreprises informatiques totalement fondées sur des principes de non à la spéculation, non à l'exploitation et transparence et non-corruption. Et ça marche parce que c'est aussi attractif pour les gens. À un moment donné, l'éthique est attractive. C'est-à-dire que les gens se disent, il y a quelque chose de bien là-dedans. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'au niveau micro, on soit un peu créatif. Les musulmans, c'est les champions d'athlétique et les derniers en termes de créativité. C'est-à-dire, en termes de créativité, comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? On a des règles, mais on s'empêche d'être créatif dans des modes d'intervention sur le champ économique ou sur le champ du management qui soient un tout petit peu nouvelles. On devrait, de ce point de vue-là, travailler davantage. Et puis, l'autre chose qui devient importante, et ce sera mon dernier point, c'est que sur le plan macro, donc autant il faut par exemple penser à la microfinance, aux petites et moyennes entreprises, des façons différentes de développer. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a un modèle macroéconomique alternatif, on n'en a pas. Mais une fois qu'on a dit ça, sur le plan macro, la seule, et je le disais par exemple quand on parlait du printemps arabe ou dans le réveil arabe, je mettais en évidence, il n'y aura pas de processus de démocratisation si on ne stabilise pas l'économie. Mais aujourd'hui, dans le monde économique est devenu multipolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas idéaliser le capitalisme chinois. La Chine se réveille, l'Inde se réveille, mais il ne faut pas idéaliser ces modèles-là, du point de vue humain et du point de vue de la dignité humaine. Si vous regardez les choses qui s'y passent, c'est assez dramatique. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes allé en Afrique noire, vous voyez des gens, des Chinois qui travaillent en Afrique noire, en fait ils travaillent comme des fous, mais ils ont été envoyés là-bas, en fait, pour éviter une peine de mort en Chine. Donc on les envoie et ils travaillent comme des fous. On a un système qui, sur le plan des droits humains, est absolument fou, absolument indigne aussi. Et puis, sans compter la politique chinoise sur le plan du traitement de leurs propres minorités ou des Tibétains. Donc il ne faut pas. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que l'apparition de ce qu'on appelle le BRIC, ou les pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, ajouté à cela la Turquie, qui est montée très très vite au 7e rang, 17e rang aujourd'hui, l'Indonésie, la Malaisie et l'Afrique du Sud, vous apercevez qu'on a de nouveaux partenaires et que l'économie américaine est en grande difficulté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre sur le capital qu'a ce Français qui met en évidence que le système est en train d'imploser de l'intérieur. Après, on peut être d'accord ou pas avec les thèses, mais toujours est-il que l'on sait aujourd'hui que l'économie américaine est extrêmement dépendante de l'économie chinoise sur les bancs du Trésor, sur les réalités d'économie globale. Donc, il y a des volontés. Il doit y avoir aussi des façons de se repositionner. Il faut qu'on cesse cette obsession de notre rapport à l'Occident et aux États-Unis. D'ailleurs, on a envie de dire ça parfois aussi, même au Maroc. On a l'impression à des moments donnés que, alors en plus dans votre école ici, l'influence et la perception américaine, être et prendre des États-Unis les instruments, la pensée, l'efficacité, il n'y a aucun problème. Reste après à savoir où on les place sur le curseur. Donc voilà des questions qui sont de fond, micro, macro, qui nous interpellent. L'éthique est une nécessité, mais si vous avez bien compris, c'est tout le travail. Nous, on a par exemple le mois prochain, là, dans 3 semaines, on a un séminaire très très pointu sur la relation justement entre éthique, finalité, économie, éthique et finalité. Et on s'aperçoit que, et là on va apporter des savants du texte, et la main, des chouyoux, avec des économistes de pointe, et on les met ensemble, pendant 3 jours, on les ferme, on leur dit vous avez 2 questions. Pas plus, mais on veut une réponse sur ces questions-là, sur l'éthique, et on essaye de faire en sorte que des spécialistes économiques, des économistes, interpellent, certains sont non musulmans d'ailleurs, interpellent la conscience musulmane en leur disant mais alors, c'est votre éthique là, c'est bien beau les grands sentiments, maintenant on veut quelque chose de pratique et de pragmatique. Et donc, c'est aussi ceci que l'on a à se poser comme question, en sachant que tout ça a des conséquences.
On ne peut pas parler de la dignité humaine aujourd'hui et de la liberté des hommes et de la démocratie sans considérer l'économie. Mais on ne peut pas parler de l'environnement sans considérer l'économie. On ne peut pas. Dans le chapitre que j'avais alloué à l'environnement dans la réforme radicale, j'ai mis économie et environnement. Les questions d'environnement sont des questions économiques. Si les Américains ne signent pas le traité de Kyoto, c'est d'abord pour protéger leurs intérêts économiques. Et l'environnement vient après. Oui. Donc il faut bien qu'on se pose ces questions. Voilà, ce sont des questions d'introduction. La parole, je pense, est à vous maintenant. J'ai fait un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais je pense qu'on a quand même un bon moment pour que vous puissiez faire vos remarques et qu'on puisse partager. Inch'Allah. Bonsoir à tous les présents. C'est Saïd Ahalouche, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. D'abord, je souhaite la bienvenue à notre conférencier. Alors, je veux interagir avec vous à travers quelques questions. Vraiment, vous avez posé énormément de questionnements dans cette conférence. C'est d'actualité. C'est la grande question, la recherche d'alternatives face à cette crise, bien face aux crises du système capitaliste qui ne cesse de générer à chaque fois des crises, et qu'on encaisse, bien que les sociétés suivantes, satellites, encaissent souvent face aux grandes puissances économiques. La première chose à poser, c'est que notre conférencier, vous avez posé l'hypothèse ou la thèse, si vous voulez, de réconcilier l'économie avec l'éthique. Et là, donc certaines questions, bien questionnements se posent. Est-ce que l'économique est en opposition, contradictoire avec l'éthique pour réconcilier, ou bien l'économique est éthique par essence? L'économique, ici, l'économie, s'agit-il de quelle économie? Est-ce que l'économie est dans un sens large au niveau scientifique, ou bien l'économie qui dépend d'un système? L'économie capitaliste, le système capitaliste, ou le système socio-économique selon le régime socialiste, précédemment qui existait, qui a échoué en termes d'expérience, mais peut-être qu'au niveau de la littérature, la théorie, il y a beaucoup de leçons à tirer. Ou bien d'une économie, un système économique, on cherche à instaurer l'économie islamique, ce qu'on disait actuellement, nous sommes en train de parler d'une économie islamique. Est-ce que cela existe ou non? Moi, je ne sais pas. Alors, il y a une autre question au niveau des pratiques qui se pose. Surtout alors d'après les expériences que vous connaissez au niveau de la finance. Actuellement, la finance islamique, on voit on se pose comme alternative, on parle beaucoup de cette finance, et là aussi il y a beaucoup de questions qui se posent. S'agit-il vraiment d'une finance islamique, c'est-à-dire qui donne des produits islamiques, ou bien tout simplement il s'agit de l'islamisation, si vous acceptez ce terme, une islamisation des produits capitalistes. Alors, là on se pose, si vous voulez un terme caricatural, pour moi, alors, il ne suffit pas qu'une femme porte foulard pour dire qu'il est musulman, ou pour un homme qui porte une barre pour dire qu'il est musulman. Je pense la question qui se pose une question de conviction. Donc c'est comme ça, c'est une question de conviction. Est-ce que c'est un produit? Excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, mais oui. Mais il faut que vous alliez vers la question parce qu'on a très peu de temps. Finalement, on vient de m'annoncer qu'on a peu de temps et donc il faudrait qu'on laisse au moins 5-6 questions. Donc, oui. Quelle est votre question? Oui. Ou votre remarque? Est-ce que c'était uniquement une remarque ou une question? Alors pour moi, là, voilà, bon, je pense que c'est une question de remarque, je pense que c'est une question de conviction pour ce produit islamique. Bon, de la finance islamique, est-ce que vraiment ce sont des produits islamiques ou bien tout simplement c'est une islamisation des autres produits capitalistes? Merci. Alors pour notre question, l'alternative, d'après vous, quelle est l'alternative? Oui, d'accord. Alors je vous remercie. L'alternative au niveau économique, qu'est-ce que vous proposez? Ma première remarque, c'est la terminologie que vous utilisez. Le premier mot
fait appel, c'est pour utiliser le mot éthique à la place du mot moral. Et quand on cherche un peu, on sait que le mot éthique il est fréquemment utilisé maintenant dans le domaine de la finance. En Europe, on parle toujours que la finance et l'économie maintenant, c'est devenu une tyrannie. Et pour essayer d'humaniser cette finance et cette tyrannie, on récolle le mot éthique. Et on n'utilise jamais le mot moral. Parce que le mot moral il est lié à un contexte, on peut dire religieux, c'est un devoir. Alors que le mot éthique, c'est un choix personnel qui est occasionnel. Donc il ne touche pas le bien et le mal. Et je crois que vous inscrivez dans ce que vous critiquez les autres, comme essayer de chercher des niches dans le système occidental. Et quand on sait que le système occidental, la finance que gouverne, c'est le résultat d'un système que Tomikovic, que vous connaissez bien, et Massiri, ils disent que c'est un système matérialiste. Et le résultat de ce système matérialiste, c'est la finance. Et donc, dans votre conférence, on voit on s'aperçoit que la finance est fondamentale, sans s'opposer la finalité elle-même de l'existence de l'homme. Et cette finalité de l'existence de l'homme lui-même, c'est elle qui va définir les probabilités. Et je ne veux pas dire que vous essayez d'embellir le système matérialiste occidental et de ne pas contribuer, comme le font d'autres, c'est Latouche et d'autres, de déconstruire ce système matérialiste afin d'arriver à un système humain qui va englober les musulmans et les musulmans les autres. Et donc, c'est mes observations. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut discuter, on aura le temps. Merci. Donc, je vous rejoins assez sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle cartographie mondiale du pouvoir. D'ailleurs, la plus grosse aberration qui le confirme, c'est le manque de magne de l'ONU. Aujourd'hui, on le voit à travers les conflits qui existent. Elle n'a aucun pouvoir parce que les nations ne sont plus uniquement les teneurs du pouvoir mondial. Effectivement, il y a d'autres organisations comme les gros corporates, IBM, Google, Facebook et compagnie. Alors là où je suis, où j'étais un peu pas d'accord, mais ça m'a interpellé, c'est votre discours, parce que je vous suis depuis plusieurs années à travers vos écrits et vos interventions dans les médias. Donc j'ai suivi vos discours sur la laïcité et son rapport avec la démocratie, et là vous étiez dans un espèce d'une adaptation de la laïcité pour accéder à la liberté de culte, surtout dans l'Occident. Et aujourd'hui, vous tenez un discours sur lequel je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas adapter l'islam à l'économie actuelle, il faut trouver une alternative. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde entier, on voit d'autres alternatives qui naissent de partout, autour de ce qu'on appelle l'économie du partage. Et je pense et je suis convaincu que l'avenir est plutôt dans l'open source, par exemple, dans les travaux collaboratifs. On voit en Espagne des ingénieurs qui partagent des plans de construction de maisons super modernes et durables et qui se propagent dans le monde entier. D'autres exemples en Australie de construction automobile qui ont été homologuées et faites à bas prix. Est-ce que vous pensez que les musulmans doivent prendre cet élan-là et prendre cette vague-là? Et est-ce que vous pensez que ce type d'économie est en accord avec l'éthique que vous essayez de nous présenter aujourd'hui? Voilà. Merci. Voilà, Ahmed Oui, chercheur en économie, ancien chercheur à Dauphine, et je souhaiterais d'abord vous approfondiment, de manière très approfondie, vous exprimer ma grande gratitude parce que vous avez défendu nos valeurs de citoyens français pour longtemps. Et on a espoir en vous que vous continuiez ce militantisme.
Et puis, je vais faire vite. Aujourd'hui, dans ce débat, vous nous avez posé l'économie mondiale et vous avez dressé des constats. Mais vous nous avez laissé sur notre soif. Vous dites l'alternative, c'est quoi? Mais pas de réponse. Et puis, vous mettez de côté le néolibéralisme. Donc toute la question méthodologique individuelle, l'individualisme méthodologique des Anglais, vous dites que ce néolibéralisme ne marche plus aujourd'hui. C'est un constat. L'altermondialisme non plus. Et puis, quelle est donc l'issue? L'économie islamique, vous dites, mais pour l'instant, on n'a rien fait. Et moi, j'attends d'un penseur comme vous de nous dicter quelques postulats pour un modèle islamique à modéliser. Je sais bien ce qui se passe en Indonésie et dans d'autres pays. On fait que de l'analyse post-théorique, on fait que des vérifications empiriques, mais il n'y a jamais d'idéologie dedans. Et donc, il y a une référence à notre Coran et à nos références religieuses. Ça serait très intéressant de les poser aujourd'hui comme des postulats rationnels et de faire le lien. Je dirais philosophique acceptable en Occident pour dire finalement notre économie islamique, il ne faut pas avoir honte de le dire, de le souligner. Aujourd'hui on l'appelle finance alternative, finance participative. Pourquoi on se cache derrière les mots? La finance islamique ou bien l'économie islamique, c'est un système de valeurs universel, comme le prétendait être le capitalisme à un certain moment, et puis les autres révolutions idéologiques par la suite. Et une dernière question. C'était court, hein? J'ai beaucoup aimé dans vos discours, dans votre idéologie, le lien que vous faites entre la règle et son sens. Et j'aimerais bien aujourd'hui que vous dites un plus sur ce sujet concernant l'éthique dans l'économique, sans faire référence à Nicomaque. Merci beaucoup. Vérité absolue. Mais pour les musulmans, toujours, on revient au concept de l'islam. Et est-ce que pour les musulmans, il y a un problème de crise d'identité ou il y a une faiblesse pour prendre des décisions qui sont en cohésion avec les préceptes de l'islam? C'est-à-dire que, par une autre voie, le discours social emporte sur l'économique et aussi sur le politique. Du fait que lors de votre dernier passage en Montréal, vous savez que Pauline Marois a été passée suite au trois meurtres, et la minorité musulmane a fait échouer le Pékin. Donc, pour moi, je pense que les musulmans sont très forts. Non, parce que les musulmans, ils sont très forts. Soit disons, est-ce qu'il y a une crise d'identité ou c'est faible? Parce que, par exemple, dans plusieurs interventions, ils ont que les musulmans soient tout simplement issus des Occidentaux. Je dois savoir, est-ce que les musulmans, par génotype ou par phénotype, qui sont toujours récessifs, ne sont pas dominants? Merci. Vite fait, je vais parler très très vite. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle économie ou politique cet après-midi. Ce que je voulais vraiment savoir, et je suis venue par curiosité, c'est de voir comment vous abordez l'islam en tant que pensée, en tant que religion, et partager cela avec vous. Je pense pas grave, on passe. Moi, ce que je voulais savoir, c'était justement, je rejoins les autres interventions, c'est l'alternative. C'est vrai qu'on est les champions de la critique, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour pouvoir continuer. Deuxième chose, si des structures islamiques voient le jour et arrivent à voir le jour, est-ce qu'elles ont leur place dans ce monde économique très fort, je trouve pas le mot, très bestial, très dangereux. Est-ce que ces petites structures ont leur place et ont la chance de continuer? Voilà, merci. Bon, écoutez, sur votre première intervention, je suis un peu surpris de l'intervention. Est-ce que il faut réconcilier l'islam et enfin l'économie et l'éthique, ou est-ce que l'éthique
est par essence, ou est-ce que l'économie est par essence éthique et quelle économie on parle? Moi, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je regarde l'économie dominante aujourd'hui et immédiatement, je dis il faut qu'on pose la question de l'économie, de l'éthique en économie, parce que l'économie dominante est tout sauf éthique. Elle est tout sauf respectueuse de règles et de la dignité. C'est de ça dont je parle. Et je pense que c'était exactement la même chose avec l'économie socialiste, ou avec l'économie qui a cours aujourd'hui encore dans un certain nombre de pays et qui sont entre deux. L'économie chinoise est en train de devenir une économie néolibérale capitaliste. Cette économie-là, elle pose un problème. Vous avez eu à l'époque de la crise Nicolas Sarkozy qui disait il faut moraliser l'économie, ou moraliser le capitalisme. Pour moi, ça, c'est une contradiction dans les termes, parce que le capitalisme, par essence, il n'est pas du tout fondé sur la considération morale, il est sur la considération du profit et du bénéfice. Donc voilà, à partir de là, je pense que sur ces questions-là, il y a un vrai... il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Maintenant, à 3 reprises dans vos différentes interventions, et parce que vous l'avez dit, et ça a été repris 3 fois de façon différente, mais ça va dans le même sens, vous avez la question de l'alternative. Alors, encore une fois, de là où je me situe, moi ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. À un moment donné, vous savez, pendant 25 ans, ma formation islamique, qu'est-ce que ça a été? Ma formation islamique, ça a été de travailler essentiellement et pendant des années le fiqh, c'est-à-dire véritablement le droit à la jurisprudence musulmane. En fait, les ijazat, je les ai faits dans 7 disciplines différentes, usul al-fiqh, ulum al-Qur'an, ulum al-hadith, enfin tous ces éléments-là. Et à un moment donné, je me suis effectivement, dans le monde contemporain, concentré sur le droit à la jurisprudence. Mais dans le livre, l'introduction de la réforme radicale, ce que je mets en évidence, c'est que j'atteignais des limites. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais avec des fuqaha, je travaillais avec des gens sur lesquels et avec lesquels nous étions d'accord parce que nous utilisions les mêmes termes, mais nous n'étions pas d'accord sur la finalité des choses. Je m'explique, des chouyours, des grands savants, qui a été un de ceux qui a formé les plus grands savants de l'époque contemporaine en Égypte, des Cheikh al-Aqrabawi, avec qui j'ai fait le travail sur le fer. Avec lui, j'avais passé des heures et des heures et des heures à travailler sur les questions sur lesquelles les savants ne sont pas d'accord, ce qu'on appelle les mawdi' ikhtilaf, c'est-à-dire toutes les questions qui sont sujettes à diverses opinions des savants. Ça va de hukm al-ridda, par exemple, de l'apostasie, il y a des choses sur l'économie, etc. Et on en a fait 63 une par une. Et à un moment donné, je m'apercevais dans mon travail sur ce plan-là que tous les savants vis-à-vis desquels j'avais beaucoup de respect, au bout du compte sur la question de la réforme et de l'ijtihad, on en arrive toujours à un moment donné où on est dans ad-darura wal-haja, c'est-à-dire qu'il y a un impératif, il faut en tenir compte, puis il y a un besoin, il faut en tenir compte. Et qu'en fait, toutes leurs réformes, c'est le monde change, parce qu'en fait, ce sont des juristes, ce sont des fuqaha. El-faqih, il regarde le monde qui change, il a sa grille de référence, puis il essaye de trouver la fatwa qui va nous permettre de trouver une réponse au monde qui change. En d'autres termes, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de nous adapter au monde qui change. Oui, parce que le droit, la jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est repenser le droit à la lumière du monde qui change. Mais par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, ça veut dire qu'on finit par s'adapter au monde qui change. Parce que le monde change et on s'adapte. Et moi, je me suis dit, subhanallah, pendant des années, j'étais avec ces savants. Moi, j'ai toujours pensé à une réforme qui change le monde. Et eux, ils sont dans une réforme qui s'adapte au monde. On ne fait pas la même chose. Moi, ce que je comprends, c'est que l'ijtihad doit être prospectif, lancé vers l'avant, avec les finalités qui nous permettent de changer le monde. Non pas simplement dire fatwa pour s'adapter. Et ça m'a amené, pourquoi je vous dis ceci, ça m'a amené à dire, mais en fait, on a un vrai problème. Le problème, il n'est pas dans l'appareil juridique, il est dans la méthodologie. Et qu'en fait, tout ce que j'ai vu dans l'économie, c'est des gens qui sont dans l'économie et qui disent, on a une alternative. On va utiliser la lutte contre l'intérêt,
on va utiliser des procédures financières, des transactions qui ne sont pas dans l'intérêt, on va éviter certaines spéculations, on va éviter l'intérêt, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des espaces islamiques halal, de transactions halal. Et quand je discutais avec eux, dans leur discours, c'était toujours, c'est une daroura. Et pourquoi? Parce que l'économie dominante est telle qu'elle s'impose à nous. Donc on est obligé de composer, donc on s'adapte. Et moi, je dis, mais ça c'est islah takayyufi, c'est-à-dire d'adaptation. Et moi, ce que je me bats pour, c'est pourquoi c'est l'islah et le tahawuli, c'est-à-dire de transformation, de réforme, transformer. Et ça a été toute la thèse du livre. À un moment donné, je dis, je suis arrivé à la limite de la pensée du fiqh, et il faut revenir au usul al-fiqh. Il faut revenir aux fondamentaux. Parce que sinon, on n'a pas d'alternative. Alors, quand vous me dites quelle est l'alternative en économie, eh bien, dans l'ouvrage sur la réforme radicale, ce que je mets en évidence, c'est de dire, la première des choses que nous avons à faire, c'est de questionner notre méthodologie. J'ai pas de réponse, mais je pense que le problème, il est dans la façon dont on pose la question. Et donc, ce sur quoi je travaille maintenant, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, moi je ne suis pas économiste. Et je mets dans le livre plein de questions, mais je n'ai pas les réponses, je n'ai pas fait de l'économie. Mais par contre, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est sur les textes. Et sur les textes, je dis aux savants, tant que vous continuez à travailler tout seul sur les textes et que vous n'êtes pas en face d'économistes qui vous disent arrêtez de rêver, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, l'économie est bien plus compliquée que ce que vous pensez, on va pas y arriver. Vous allez lire un article et vous allez nous faire une fatwa de l'adaptation, parce que comme vous ne connaissez pas la complexité, vous vous adaptez au monde complexe. Oui, par exemple, mais c'est la même chose en médecine. À un moment donné, on parle de l'euthanasie et on parle du don d'organes. Là, demain après-midi, je vais parler du don d'organes à Marrakech. On n'a pas de problème en islam avec le don d'organes, mais quand vous n'êtes pas médecin, vous vous arrêtez là, vous dites on n'a pas de problème. À l'exception des organes reproducteurs, on peut faire le don d'organes. Mais attention, l'économie aujourd'hui est telle dans le domaine des sciences et de la médecine que l'économie peut faire pression sur des institutions médicales pour faire en sorte qu'à un moment donné, jusqu'à ce qu'on détermine la mort d'un homme, il y a des vraies questions qui vont être liées à de l'économie. Pourquoi? Parce que tant qu'on a un doute sur la vie, il faudrait le maintenir en vie, et ça coûte. Ça coûte, à tel point que dans mon pays, la Suisse, le médecin qui va dire à la famille votre père ou votre mère ou votre enfant est mort, ne peut pas être le même médecin que celui qui dit on a besoin de ses organes. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'il faut qu'on finisse une étape et qu'on ne soit pas sous la pression économique. Pardon? Oui, mais attendez, je finis là. Oui. Vous mangez, mon temps est pris déjà. Là, je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que si vous n'êtes pas médecin, et si vous êtes un chef, et qu'on vient et qu'on vous donne un dossier, et qu'on vous dit c'est pour ou contre le don d'organes, vous pouvez dire oui, on est pour. Mais si vous ne connaissez pas la complexité du monde de la médecine, la complexité de la relation de la médecine et de l'économie, vous allez donner une fatwa qui adapte, mais pas une fatwa qui pense la vraie vision, les vraies finalités. Ben, c'est la même chose en économie. Alors moi, mon travail, il n'est pas de donner une réponse économique parce que je ne suis pas équipé pour ça. Je ne connais pas je n'ai pas passé ma vie à... j'ai fait 2 ans d'économie à l'université quand j'étais jeune, c'est rien. Et il y en a certains savants, ils n'ont même pas fait 1 mois, ils ont juste lu un rapport et ils vous donnent une fatwa. Je dis non mais attendez, comme par exemple, mais ce qui s'est passé sur... aujourd'hui, on permet à des Européens d'acheter, par certains savants, une maison à crédit parce qu'ils seraient dans une situation au cœur de l'économie dominante capitaliste, et on va en Afrique et on leur dit non. Mais n'importe quelle personne qui connaît l'ABC de l'économie sait que l'Africain est plus victime de l'économie mondiale que celui qui vit en France ou en Grande-Bretagne. Et on donne, pourquoi? Parce qu'on est encore dans la persécution, les ulama, ils sont encore dans l'Harb et dans l'Islam. Donc ils disent, dans l'Islam tu peux pas, mais attendez, l'économie c'est alam el-harb
et il est plus dans Dar el-Islam, Alam el-Harb, en termes de conséquences, que en Occident. Donc on doit changer tous nos paradigmes doivent changer. Donc aujourd'hui, quand vous me demandez quelle est l'alternative, ce que je peux vous dire, c'est, moi là où je travaille, c'est de changer la méthodologie. Et par exemple, d'amener des savants du texte et du contexte, de les faire s'asseoir ensemble et dire maintenant, il doit y avoir un débat. Pourquoi? Pour qu'on change la méthodologie, qu'on revoie la façon dont on fait les fatwas, la façon dont on pense les finalités, et qu'ensuite, à partir de là, on nous vienne avec des réponses. Mais maintenant, ce que je constate, c'est que ce qu'on nous propose comme l'alternative islamique n'en est pas une, et que ce que l'on a aujourd'hui comme cadre est problématique. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est la question de la méthodologie et de changer ceci en disant je veux des économistes qui soient impliqués dans ces questions-là pour qu'ils nous permettent de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et là, on s'aperçoit, dans les débats que j'ai pu avoir avec des économistes, alors vous avez cité tout à l'heure Latouche, qui pense, lui, qu'il faut attendre que le système implose et que c'est comme ceci. Mais moi, je ne suis pas loin de penser que quelque chose va se passer à partir des difficultés du système dominant. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doive pas, en même temps, nous penser, à partir de ce système-là, quelque chose d'autre, une alternative, c'est ce que je pense. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que dans la pensée musulmane majoritaire, même chez les penseurs islamistes contemporains, la particularité des nouveaux islamistes, c'est qu'ils sont des islamistes capitalistes. Eh oui, vous regardez ce qui se passe en Turquie. La Turquie, il n'y a pas un pays qui est plus capitaliste. En Arabie Saoudite. Pardon? Non, mais attendez. Moi, je ne vous ai pas parlé d'un exemple, je vous parle des islamistes. Ceux qui, au départ, disaient on résiste à l'économie dominante. Ben, aujourd'hui, pas tellement de résistance. Là où on punit de châtiments corporels des femmes et des hommes au centre de l'islam en Arabie Saoudite, il n'y a pas un pays plus capitaliste et plus ancré dans le capitalisme. C'est-à-dire, vous sortez de El Haram, vous faites 300 mètres, vous entrez dans un mall, et là on vous dit, on vous dépouille de tout votre argent pour que vous soyez bien dans le système capitaliste. Et là vous avez du McDonald's halal, des fast-food, tout est halal, tout près d'un mec quand même. D'ailleurs il y a une chose qui est c'est pas si drôle que ça en fait, moi ça m'a toujours fait. C'est qu'en fait, vous savez que les salafis, du point de vue de la nourriture, sont plus ouverts que beaucoup d'écoles. Eux, ils pensent que la nourriture des gens du livre est permise. Et donc, en fait, il y en a qui, à Londres ou en France, mangent surtout pas de la viande des gens du livre. Ils mangent que du halal. Et ils arrivent en Arabie Saoudite, à la Mecque, à 200 mètres de la Kaaba. Ils disent, enfin, je vais pouvoir manger un McDonald's halal. Il y en a un qui est allé, il l'a acheté, et le vendeur lui a dit, viens, je vais te dire une chose. La nourriture que tu manges là, elle vient d'Australie, direct. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc lui, qui ne mange pas de la nourriture en France, il va en Arabie Saoudite, et il a une nourriture qui est encore... Enfin bref, vous voyez, on est dans quelque chose qui est totalement surréaliste. Il y a même le corps halal. Donc, simplement, pour simplement suivre les questions que vous avez mises en évidence, on est aujourd'hui en face de ces questions. Mon travail aujourd'hui, je suis incapable de donner une alternative. Par contre, une méthodologie en amont, puis ensuite des expériences, parce que c'est ça qui est intéressant, de voir des expériences de tout ce que j'ai rencontré, des gens qui sur le terrain, en Occident, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, font un travail d'une économie alternative, en microfinance, tout ça, ce sont des choses qui sont et là, ce que vous avez mis en évidence, parce que je connais tous ceux qui sont dans ces mouvements alternatifs, qui sont souvent pas musulmans, qui sont d'autres traditions, mais qui font des choses avec lesquelles nous, du point de vue de l'islam, et du point de vue de l'éthique musulmane, on serait complètement d'accord avec ça. Donc il faut de ce point de vue-là qu'on étudie et qu'on aille dans ce sens-là. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne de l'exotisme, quelque chose qui soit en parallèle, il faut aussi que ça se pense avec des ramifications dans le système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les économies des sociétés majoritairement musulmanes ont un rôle très important dans le système global. Donc c'est aussi une occasion à saisir, de pouvoir aussi influencer. Pour l'instant, on ne l'a pas. Ils sont surtout soumis
au système dominant. Rapidement sur ce que vous disiez, c'est une question très intéressante, cette question de l'éthique et de la morale. Alors, ce que vous dites, c'est la première étape de la réflexion. En fait, il y a une vraie réflexion sur le plan occidental sur les sources de l'éthique et de la morale. Alors, vous avez 4 thèses. Alors, je n'ai pas le temps de les résumer. C'est un des chapitres de mon livre, L'autre en nous. Ça s'appelle L'autonomie de l'éthique et l'éthique de l'autonomie. Je mets en évidence toutes les traditions philosophiques qui mettent en évidence que la morale serait religieuse, l'éthique rationnelle. Et puis Hegel dit autre chose, Paul Ricoeur dit autre chose, met en évidence qu'on peut avoir aussi une éthique protestante, c'est-à-dire qu'elle est religieuse, et que l'éthique, pour certains, c'est juste le nom grec de la morale, qui est le nom latin, et puis pour d'autres, c'est la source révélée ou la source rationnelle. Dans la tradition musulmane, vous avez une tradition de tous ceux qui sont les Mu'tazila, qui mettent en évidence que c'est une source rationnelle, et vous avez tous ceux qui sont les Ash'ariyya, qui mettent en évidence que c'est la révélation, essentiellement. Et il y en a certains, le Maturidiyya, qui dit c'est les deux, c'est raison, et moi c'est ma thèse, c'est-à-dire que c'est les deux. À partir de là, l'akhlaq, le mot arabe, qui ne veut pas exactement dire éthique, et qui ne veut pas exactement dire morale, mais qui veut dire questionner le sens de la règle à la lumière de la finalité, c'est-à-dire même dans le comportement, ben on peut utiliser ce terme-là si nous, on l'ancre aussi dans nos références. Donc après, il faut qu'on se mette... Vous avez raison de soulever ceci, avec l'exigence que vous avez, il faut définir les termes qu'on emploie. Là-dessus, je suis d'accord. Je ne pense pas qu'en soi, ça pose un problème. Donc, vous êtes restés sur votre soif, votre faim, tous les deux, dans l'exposé. Simplement, encore une fois, parce que j'ai partiellement déjà répondu à votre question sur ce que j'essaye de faire, et moi, de ce point de vue-là, il faut qu'on fasse attention entre vos deux questions. L'idée d'adapter la laïcité à la démocratie. Non, moi je suis, à un moment donné, vous savez, j'ai évolué sur la question de la laïcité. Mais j'ai évolué sur la question de la laïcité il y a 20 ans. Parce que dans le premier livre que j'avais écrit, les musulmans dans la laïcité, en fait, j'avais lu la laïcité, je l'ai étudiée, et je disais, il faut en fait une laïcité qui soit ouverte parce que les musulmans n'étaient pas là avant. Puis ensuite, ça m'a pris 6 ans de travail avec le plus grand spécialiste de la laïcité française. Boboro, Boussinès, Kévil Poula, la Ligue française de l'enseignement, Bobero aussi dans ses ouvrages. Et puis ensuite, ce que j'appelais à un moment donné la laïcité ouverte. Et après j'ai étudié et je suis revenu là-dessus en disant, mais en fait, il n'y a pas besoin d'ajouter ouverte à la laïcité, parce que la laïcité, par définition, au départ, elle est ouverte. C'est les idéologues de la laïcité qui l'ont fait. Ce sont des gens qui font dire à la laïcité des choses que la laïcité n'a jamais dites. Donc moi j'ai évolué parce que j'ai été trompé par des gens qui ont réduit la laïcité à quelque chose qui était anti-religieux. Et qu'en fait la laïcité c'est pas ça. Et donc aujourd'hui ce que je demande c'est l'adaptation pour tous de la laïcité telle qu'elle est. Mais je ne dis pas que d'un point de vue de l'islam il faut qu'on s'adapte ou pas. Je dis pour ceux qui vivent en Occident, la laïcité française si elle était appliquée de façon égalitaire et juste ne nous pose pas de problème. Ce sont des idéologues qui posent des problèmes, et des islamophobes, et c'est pas sont des racistes et des populistes. Donc c'est ceux-là qui nous posent des problèmes. Mais moi, j'ai absolument aucun problème avec le cadre. Maintenant, on est venu nous dire à nous, et moi on me le disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 25 ans, on dit Tariq Ramadan, vous voulez changer la loi. Je dis, mais moi je ne veux rien changer de loi. Au bout du compte, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 pays qui ont changé leur constitution. La France a changé sa constitution par la loi de mars 2004 sur la question du foulard. C'est la France qui a changé la loi, c'est pas moi, parce qu'avant qu'on la change, ça voulait dire que c'était possible. Et puis mon propre pays a changé sa constitution sur la question des minarets. Donc en fait, il y a une telle peur qu'ils vont jusqu'à changer la constitution pour ne pas accepter l'égalité des droits. Donc c'est ça, si mon combat. Ça n'a rien à voir avec l'autre question sur la question de l'économie, qui est une question de quelle alternative. Et si vous lisez l'ouvrage La réforme radicale, je pense qu'on ne peut pas trouver d'alternative en se mettant en parallèle du système. Il va falloir entrer dans le système et en sortir. Donc, alors, le système peut imploser, mais il faut être dedans pour voir comment ça fonctionne et pour pouvoir en sortir. Ça, c'est ma thèse.
sans qu'elle soit confirmée, ni même encore infirmée, mais c'est là où je me situe. Maintenant, sur la question de l'issue, eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, il faut travailler au niveau local, il faut travailler au niveau du microéconomique, et il faut développer une meilleure compréhension des nouveaux enjeux de la cartographie des pouvoirs internationaux. Et ça, on ne le fait pas assez. Vous allez vous rendre compte encore que dans le monde majoritairement musulman, on est obsédé par l'Occident et l'Europe. Et Chandra Muzaffar, qui est un penseur malaisien, et puis les Chinois, par exemple, aujourd'hui, et un certain nombre d'acteurs en Afrique. Moi, quand j'étais en Afrique du Sud et que j'ai pu rencontrer de nos acteurs, ils disent mais il faut qu'on regarde du côté de l'Est maintenant, il faut qu'on regarde ailleurs, il faut qu'on regarde avec d'autres. Il faut aussi que vous rendiez compte que ça joue un rôle très très important, même sur la question politique. Pourquoi aujourd'hui au Moyen-Orient, les États-Unis, comme Israël, comme l'Europe, ont extrêmement peur de la présence de puissances asiatiques? Eh ben, c'est aussi économique, bien sûr, le pétrole, mais un jour je parlais avec un conseiller du département d'État américain, et qui me disait, lui il me disait Tariq, méthode américaine, ce qui est très bien. Je trouve qu'il faudrait qu'on se parle plus comme ça, qu'on arrête avec notre obsession des titres. Et il me dit, Tariq, les États-Unis ont 3 soucis au Moyen-Orient. Le pétrole, la sécurité et Israël. Rien de nouveau, on le sait. Mais si l'Asie entre plus au Moyen-Orient, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, comme la Turquie, n'ont pas l'obsession israélienne. Ils ne sont pas du tout dans cette idée qu'il faut qu'on protège Israël. Ceux qui veulent qu'on protège Israël, essentiellement, c'est l'axe Europe, États-Unis, et les États-Unis, parce que, c'est ce que disait Sharon, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on aurait peur des États-Unis, puisque c'est nous qui tenons l'opinion là-bas, par le lobby des AIPAC et tout ceci. Donc, il y a une relation de ce point de vue-là. Donc, nous, il faut qu'on comprenne qu'il y a des enjeux économiques, puis il y a des enjeux politiques. Donc, le but, c'est de comprendre que la multipolarisation, il faut en tenir compte comme pour balancer les pouvoirs, essayer de trouver quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la créativité? Est-ce qu'il y a la puissance intellectuelle? Est-ce qu'il y a l'engagement suffisant de la conscience musulmane avec d'autres? Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le fond qu'il faut regarder d'autres, ils produisent des choses extrêmement intéressantes. Les autres alternatives, on n'est pas encore, on est un peu encore marginaux par rapport à ça. Dans cette réflexion-là, il faut qu'on y pense. Dernière question sur... vos 2 dernières questions sur ce que vous disiez, est-ce qu'on est devant une crise d'identité? Oui. Je veux dire, n'importe quelle personne, quand il regarde le monde musulman aujourd'hui ou les musulmans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une sacrée crise d'identité. On ne sait pas très bien comment se situer. Et on est de ce point de vue-là dans la difficulté de proposer quelque chose. On a beaucoup de mots, et c'est vrai, notre engagement social et surtout notre engagement politique sont beaucoup inversement proportionnels ou beaucoup plus puissants que nos engagements économiques. Ça, c'est sûr aussi. Mais ça vient aussi de quelque chose qu'on doit reconnaître. On vit une crise depuis très très longtemps. Mais ce que je dis, c'est que ce qui est en train de se passer avec les jeunes générations dans le monde arabe, même ici au Maroc, je veux dire, il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose. Il y a une partie de votre jeunesse en matière d'identité, elle se perd. Il y a une grande partie de la jeunesse marocaine ou nord-africaine, sur le plan de la colonisation culturelle, elle se perd. Mais il y a en même temps un courant de réconciliation. Il y a un courant de gens qui reviennent et qui se posent des questions sur eux-mêmes et qui n'ont pas envie de tout perdre. Et donc on associe, ce qu'il faut, c'est que cette jeunesse-là, elle passe ce moment-là et puis qu'on puisse se poser la question de savoir comment on vit. Une crise n'est jamais, un psychologue vous le dira toujours, une crise, c'est un signal d'alarme mais qui n'est pas toujours négatif. Vous voyez, il y a des crises spirituelles dont c'est une crise. Il y a des crises psychologiques dont le lendemain est une régénération, une rédemption. C'est ce qu'il faut espérer. C'est là où il faut qu'on ait confiance. C'est là où il faut qu'on ait confiance. Je disais dans un tweet une fois qu'il y a certains musulmans, ils ont perdu la bataille avant même de l'avoir commencé. Parce que mentalement, ils se disent on ne va pas y arriver. Et j'entendais hier dans le marketing, un prof, il rentre dans la salle, il dit « Qui d'entre vous
pense qu'il a de la chance. Et il y a 3 élèves qui lèvent la main. Et ils disent, ces 3-là, ils ont plus de chances de réussir que tous les autres. Parce qu'ils s'entrent avec l'idée positive. J'ai de la chance. Alhamdoulilah, Dieu ne me laisse pas. Les autres sont... Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Parce que là, vous avez évoqué le Coran, l'islam, parle plutôt au cœur. Et justement, ce pouvoir d'adaptabilité, de retour chez les musulmans, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans un sens et revenir rapidement plus que les Occidentaux. C'est-à-dire qu'on peut revenir ça, je sais pas si on peut dire plus, mais en tout cas, s'il y a une chose de sûr, c'est le lien entre le cœur et l'intelligence, et la paix intérieure, mais en même temps la confiance. Je pense qu'il faut qu'on établisse ces potentialités sur un discours qui est basé sur la confiance. Et puis, ce que vous disiez par rapport à vous, est-ce que par rapport aux structures qui sont très puissantes, par rapport à la force que l'on a, est-ce qu'on a les moyens? 2 choses qu'il faut qu'on garde, et ça me permettra d'aller vers ma conclusion. Vous avez une formule du Coran qui est importante dans la façon dont vous regardez les puissants d'aujourd'hui. Il y a une façon dont les puissants, quand ils sont aujourd'hui, ils ont une façon arrogante de regarder les dominés. L'arrogance, c'est quand on ne reconnaît pas leur dignité. Puis des fois même les dominés sont colonisés. Dans la discussion que j'avais eue avec Medeb, le Tunisien, et à un moment donné, il me dit les frappes en Afghanistan et les morts des civils afghans, des dommages collatéraux. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut se laisser coloniser l'esprit au point de redire ce que dit l'administration Bush, quoi? Et on va tuer des gens et on a des dommages collatéraux. À un moment donné, on voit la complexité, la puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il montre 2 exemples. Le premier exemple, c'est quand à celui qui dit « Je suis votre Dieu le Très-Haut », Ana rabbukum al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Moussa wa Haroun. Et il leur dit « Wa qul lahu qawlan layyinan » à cet homme de la puissance et de l'arrogance, soyez doux. C'est-à-dire, maîtrisez votre émotivité des dominés et ayez la sagesse de ceux qui confrontent le dominant face à face, avec des instruments plus élégants que lui. C'est un élément très important. Et l'autre image, c'est l'image de l'araignée. Parce qu'elle est la plus fragile, mais en même temps, c'est la plus complexe. C'est un système. Vous voyez, une toile d'araignée, c'est extrêmement complexe. Et vous faites ça, et dans les crises économiques, vous apercevez que c'est fragile d'une certaine façon. Donc, la force qui réside en vous, avoir à faire face aux puissants, est la fragilité du puissant de pouvoir tout perdre. Et souvenez-vous toujours d'une chose, Hegel avait raison quand il disait un esclave ou un dominé sans son maître est un homme libre. Mais un maître sans son esclave n'est rien. Donc il faut comprendre aussi ceci, cette tension-là, et ça dans la confiance, se dire c'est très puissant et c'est très fragile. Et nous sommes certes dominés, mais nous avons une sagesse qui doit venir du cœur et de l'intelligence. Et il faut se dire aussi que le temps est long. On ne travaille pas, nous, pour la puissance demain. Il faut avoir le temps long. Et puis, il faut garder confiance de ce point de vue-là. Donc, ce que j'ai souvent envie de dire aux femmes et aux hommes que je rencontre, les musulmanes et les musulmans, dans ce travail spirituel, ou ceux que je rencontre sur la route et qui ne sont pas forcément de confession musulmane, c'est garder cette confiance et cette sérénité. Parce que votre combat, il est juste, parce que la vision, elle est digne, et parce que la patience est une vertu. Donc, à partir de là, il faut garder ceci. Et ça ne veut pas dire, et là, ce sera vraiment mon dernier mot, qu'il ne faille pas acquérir de la connaissance, s'engager, et puis surtout une chose que je ne cesse de dire, il faut être courageux, il faut oser. C'est-à-dire, à des moments donnés, il faut oser dire des choses. À des moments donnés, il faut oser la critique. Et qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont courageux que quand ils sont tout seuls. Ah non, c'est facile d'être courageux tout seul dans sa chambre. Dire tout ce que l'on veut dire à tous les traîtres de la terre tout seul dans sa chambre, c'est bien, mais ça ne change rien. Que Dieu nous aide
bonne journée, bonne fin de journée, Inch'Allah.